Eh bien, Coucou. écoutez, coucou. Coucou Raph, ça va? Tu Eh vas ben- nous faire une chronique sur la Gestapo japonaise, c'est ça? Oui, alors, je sais pas si on peut vraiment parler de Gestapo. Enfin, au Ouais. départ, c'est pas C'est ça. pas On comme va ça dire au que c'est début. quelque chose qui a mal tourné. Voilà. Ouais. Du coup, effectivement, je vais vous parler d'un organisme politique qui ressemble effectivement à une police militaire Ok. qu'on appelle du coup au Japon la Kenpeitai. Alors, du coup, cette partie du Japon particulière qu'on appelle la Kenpeitai dans son histoire, c'est une police militaire du 19e, 20e siècle. Donc, je dis bien du coup 19e car c'est là où elle trouve son origine. Donc, tout d'abord, on va s'intéresser à la définition de ce que c'est que la Kenpeitai, parce que Ok. c'est un mot en japonais. D'accord, ça veut dire quelque chose du coup. Oui. C'est une police créée en 1881 et la signification serait donc soldat de la loi, mais vraiment littéralement. Ok, d'accord. Sa création, elle remonte à l'époque Meiji. C'est le moment où l'empereur reprend le contrôle C'est ça, du pays avec les Occidentaux. C'est une époque qui a. Alors, je vous donne les dates parce que j'aime bien les dates. Ouais. De Il faut remettre le 1868 contexte, à 1912. Et Ouais. comme tu dis, c'est une époque importante pour le Japon parce que c'est une époque de transition. Une transition tant niveau économique, niveau politique, niveau aussi social, puisqu'elle commence avec ce qu'on a appelé la guerre du Boshin, donc une guerre civile japonaise, en gros, qui marque l'affrontement entre l'empereur qui fait son retour sur la scène politique. Ouais. C'est un peu le retour de l'empereur et de l'empire à Star Wars, quoi, face à, du coup, à la fin, l'essoufflement du shogunat Tokugawa. Donc une lutte de pouvoir qui débouche par la victoire de l'empereur Meiji et la déroute du dernier shogun Yoshinobu Tokugawa, qui lui était supporté par la France et puis Meiji l'empereur par les Anglais, parce qu'il fallait bien qu'on s'affronte. On s'est affronté, part, techniquement, on s'est affronté pour savoir qui allait oui. dominer le Japon. C'est incroyable, ça, je savais pas. Mais où ce laïus nous mène-t-il? Parce qu'en fait, on parle quand même de la guerre du Pacifique. Bah, à la base, le hors-série c'est censé sur la guerre du Pacifique, donc peut-être que nos éditeurs se demandent, mais pour ça, ils se foutent de notre gueule ou pas? Pour deux raisons, d'abord, qui me poussent Ouais. à commencer à ce moment-là ma chronique. Ouais. D'abord parce que la guerre du Boshin fait basculer le pouvoir japonais vers un empereur et donc vers une politique plus fédérale. Donc potentiellement expansionniste. Voilà, malgré les mécontentements des derniers clans qui mènent ce qu'on appelle la rébellion de Satsuma, qui a inspiré en 2003 le dernier samouraï. Yes, comme toujours. T'as réussi à le placer, c'est incroyable. Oui, c'était une des deux raisons. Mais la seconde, la véritable raison, c'est la place d'une autorité au service de l'empereur est vacante, puisque du coup, à ce moment-là, la force japonaise qui était à l'époque les samouraïs est complètement dépassée. Et une nouvelle forme de police sera donc créée sous un modèle particulier. Ok. Sous le modèle des gendarmes allemands et français de l'époque. D'accord, ouais, donc c'est des flics, quoi, en fait. C'est la gendarmerie, à l'époque, c'est la gendarmerie japonaise. En gros. D'accord. Voilà, c'est sous la même inspiration des Allemands et des Français. Et on calcule à peu près l'effectif de l'époque. L'organisme, il est environ de 7500 hommes. Alors, ça nous amène au début du XXe siècle. Et la première grande illustration de la Kenpeitai, c'est lorsque l'on envoie, donc du coup, une partie de son contingent en Corée en 1910 pour une mission de maintien de l'ordre. Après, du coup, l'annexion de la Corée pendant les 5 dernières années qui s'est finalisée en 1910. Ok. Et c'est dans cette région qu'aura futures exactions. Les exactions seront monnaie courante. Bien sûr. Mais du coup, la Corée, c'est un des premiers territoires à subir, entre guillemets, la volonté expansionniste japonaise. Oui, mais manière. Ce depuis presque le XVIe siècle en soi, avec les deux invasions ratées d'Hideyoshi Toyotomi à l'époque. C'est presque une revanche pour le Japon d'avoir conquis la Corée. Oui, parce que vous avez tenté de conquérir la Corée et ils se sont plantés. En fait, on a tenté de conquérir la Corée à l'époque, où lorsque le Japon devient réunifié, où le problème c'est qu'il fallait bien trouver de la richesse et à s'occuper pour les guerriers de l'époque. Donc on a essayé d'envahir la Corée, qui du coup pendant deux fois l'invasion a été repoussée. Ah oui, donc là c'est vraiment une revanche. Donc là effectivement ils l'ont conquise. Oui, alors si vous me permettez un petit aparté, je vais parler assez rapidement de la colonisation de la Corée par le Japon. D'accord. Officiellement, ça commence en 1905 avec l'établissement d'un protectorat sur l'Empire coréen. Ouais. Mais en vrai, ça a commencé depuis bien avant, parce que avec le traité de Ganghwa en 1876, il commence déjà à y avoir des traités assez inégaux qui forcent un espèce de protectorat entre justement Corée et Japon. D'accord. Voilà, tout au long du début du XXe siècle, la Corée va subir de plein fouet la colonisation japonaise à travers notamment tout ce qui va être travaux forcés, extorsion,
Bref, une véritable occupation totale. Ouais. Voilà, donc la Corée, il ne faut pas oublier, c'est un des premiers pays à subir de plein fouet la volonté expansionniste de ce récent finalement empire du Japon. Ouais. Il en sera même pour Taïwan, Liaodong et la moitié sud de Sakhalin. Donc voilà, ça, c'est que le début. C'est que le début et c'est ce qu'on va voir par la suite, hein, tous ensemble d'ailleurs. Et comme on le disait, hein, c'est une région qui aura de nombreuses exactions et même encore aujourd'hui, hein, c'est un des sujets qui pèsent lourd dans la politique entre la Corée et le Japon. Ok. Notamment les femmes de réconfort, tout le système de femmes prostituées D'accord. forcées hein, de l'époque. Mais j'en profite pour faire un aparté. Sébastien nous avait parlé il y a quelque temps d'une série télé Mr Sunshine qui se passait, il me semble, en Corée sous l'occupation japonaise. Donc si vous l'avez pas vu, chères auditrices et chers auditeurs, allez voir la chronique, puis ensuite voir la série. Et voilà, du coup, en fait, on les repère déjà une première fois ici en Corée. Ils sont là pour une mission du maintien de l'ordre. Mais ce qui fait surtout connaître la Kanpeitai, c'est aux yeux des Japonaises, c'est en 1923 avec ce qu'on appelle l'incident d'Amakasu. En fait, Amakasu, c'est le nom du chef de la Kanpeitai à l'époque, Masahiko Amakasu. Qui en effet, en 1923, il y a un séisme à Kanto, principale région en fait de l'île de Honshu. Hein. C'est pas un des séismes les plus meurtriers que le Japon a connu. Si, parce qu'il fait près de 100 000 morts, selon les dernières estimations, mais majoritairement du non, pas au séisme. Il y a plusieurs centaines de feux qui ont déclenché ensuite. Un peu partout, puis le vent attisé à l'époque par un typhon, ce qui fait que ça a créé une certaine instabilité. Et par crainte justement que l'instabilité en question monte et finisse par atteindre le gouvernement et créer véritablement une un rébellion, sentiment de rébellion, d'insécurité. Le dirigeant de la Kanpeitai, Amakasu Masahiko, il va arrêter plusieurs leaders anarchistes et il va les jeter dans un puits après les avoir battus à mort. Ok. Donc le tournant vient du fait qu'on utilise alors la Kanpeitai comme arme politique et c'est donc assumé dans les 2 décennies qui vont arriver, hein, parce que de 1928 à 1936, ne serait-ce que là, hein, en 8 ans, elle arrête à peu près 60 000 personnes pour un motif de, je cite, pensée dangereuse. Ouais, donc c'est là où ça devient vraiment une arme, comme tu dis, une arme politique. Ça rejoint un peu la SS et la Gestapo, quoi. Ouais. Même si après, sur les 60 000 personnes qui sont arrêtées, il y en a 6 000 qui seront véritablement jugées. Ça reste quand même ici intéressant de le souligner. Okay. Après, le leader en question, Amakasu Masahiko, il va quand même faire de la prison. Il est condamné à 10 ans de prison pour cet acte-là. Il en fera que 3. Mais c'est quand même aussi l'élément un peu important de la décennie. Après, de 1920 à 1930, il y a un rapprochement du Japon avec l'acte tripartite avec l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste. Et la Kanpeitai va travailler en étroite relation avec les services des relations alliées de l'Empire, contribuant par exemple notamment à donner des informations importantes sur les Russes à l'intel allemande en vue de l'opération nommée Barbarossa. Elle s'illustre après, dans les années 20, après la Corée en Manchukuo. Donc du coup la région fantoche de Chine que les Japonais vont conquérir. Et dès 1932, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, elle va s'illustrer par de nouvelles exactions sur les populations, notamment civiles. Mais si on parle vraiment de la guerre du Pacifique en tant que telle, après l'annexion de la Corée et d'une partie de la Chine à travers ce qu'on vient d'évoquer comme la Manchukuo, le Japon il tourne son intérêt vers l'Indochine. Alors c'est compréhensible cet intérêt. Pourquoi ? Parce que on a une volonté de s'étendre et derrière, en 1940, après l'armistice française qui signe du coup la réédition de la France auprès de l'État, auprès de l'armée allemande et du coup d'Hitler, la France elle va rendre ses colonies asiatiques assez vulnérables. Alors déjà, bien que la prise de l'Indochine se fasse relativement dans le calme au départ, pendant 3 ou 4 ans, les Japonais ils vont s'installer dans la région et finalement l'Indochine est sous tutelle de Vichy, donc il n'y a pas véritablement un grand conflit. C'est simplement que lorsque l'Empire du Japon il va déclarer la guerre aux États-Unis d'Amérique, donc par l'attaque surprise de Pearl Harbor, 7 décembre 1941, donc Hirohito, l'actuel empereur de l'époque en tout cas, il donne du coup à la Kanpeitai une tête d'affiche assez intéressante. Leur chef sera désormais Hideki Tojo, qui est du coup une personne vraiment complètement dévouée à l'empereur et qui sera d'ailleurs la personne qui va devenir tout ce qui est ministre de la Défense, ministre de la Guerre. C'est un des proches de l'empereur. C'est un peu le Goebbels japonais, quoi. À ceci près que lui, en gros, lorsque ce qui correspond à Nuremberg au Japon, du coup les tribunaux du côté du Pacifique vont du coup le condamner lui plus tard en 45 du coup
à la mort par pendaison, sans doute après pour pouvoir couvrir un peu plus l'empereur et pour que l'empereur puisse quand même diriger le Japon. Après, Ouais. en fait, c'est un peu le bouc émissaire. Même C'est s'il lui qui a va des prendre à la exactions place aussi, de mais- l'empereur. Oui, enfin, il fait partie d'une de ces personnes qui vont être jugées à l'époque. Ok. Alors du coup, on estime que ils ont certes 7500 membres, mais il faut rajouter près de 30 000 personnes, membres qui sont recrutés auprès des populations locales. Ça peut être des populations chinoises, vietnamiennes, etc. Et c'est seulement lors de la prise de Manille par les Américains que le Japon va prendre de force, ce qu'il a déjà fait de manière invisible, tout ce qui est l'Indochine française, à travers une journée qu'on appelle du coup le 9 mars 1945. Les Japonais attaquent dans la nuit les positions françaises, partout où elles se trouvent, où elles sont présentes. Et malgré de nombreux actes héroïques notifiés et soulignés, le manque de munitions va faire céder les poches de résistance française. On va dire que globalement, après une dizaine d'heures de combat, le lendemain matin, le gros de l'Indochine est contrôlé par, Ouais, c'est est réglé. contrôlé par les Japonais. Alors, les combats sont soulignés comme durs, je cite, agressifs, mais respectant les règles d'humanité, excepté ceux qui concernent la Kanpeitai. Sur les 46 000 Français, il semblerait que 12 000 militaires et 34 000 civils, 3 000 sont morts ce jour-là, et le jour qui suivit, ensuite, du coup, le 10 mars. Alors la Kanpeitai, c'est aussi, une des polices à recourir à la torture. Et l'une des tortures les plus célèbres de la Kanpeitai, c'est celle qu'on dit la torture par l'eau, Ok. qui est utilisée depuis très longtemps, depuis l'époque médiévale, et qui ne sera considérée véritablement comme une torture. Cette impression de noyade, peu importe comment tu l'utilises. Ah oui, par exemple, ce que font les Américains avec le torchon. C'est ça. D'ailleurs, les Américains reconnaîtront la torture par l'eau comme étant une torture en 2009. Ouais, donc très récemment, quoi. Alors, en réalité, les exactions qui vont se retrouver faites par la Kanpeitai vont s'étirer de 1937 à 1945 et qui, visiblement, causeraient la mort par torture, exaction, etc. entre environ de 50 à 90 000 personnes. Ah oui, c'est beaucoup. Ouais, pendant près d'une décennie en Asie du Sud-Est. Alors, à ceci, il faut ajouter d'autres organismes qui vont aussi effectivement réaliser des crimes de guerre. On peut citer à travers la création et les actes de l'unité 731, environ 600 000 morts. S'ajoute après tout ce qui est viol, actes de prostitution, suicide de masse ou en réalité même contraint, partout dans le Pacifique, dans la Corée, la Chine, de Saipan à Okinawa même. En fait, la Kanpeitai finira par être dissoute, mais seulement en 1945, et elle sera remplacée par ce que l'on appelle les forces d'autodéfense japonaises, dont l'article 9 de la constitution japonaise soutient que le Japon renonce à jamais à la guerre en tant que droit souverain de la nation. Donc encore aujourd'hui, ça a encore une certaine C'est les mêmes encore répercussion, aujourd'hui, du coup, alors. C'est la police japonaise, quoi. Aujourd'hui, en fait, c'est plutôt des personnes qu'on appelle les kemutai qui, donc, du coup, sont censés, être une armée de protection d'autodéfense, puisque le S'ils Japon sont a, attaqués, ils ont le droit de riposter. ils ont le droit quoi. de riposter, c'est ça. Et le Japon a notamment aujourd'hui en acquis de conscience à cette volonté de ne pas utiliser de bombes atomiques ou de ne pas en posséder. Ou tout comme l'Allemagne, de toute façon, il me semble. C'est possible, oui. Après, j'aimerais quand même aussi en parler, puisque la Ouais. Kanpeitai, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve ailleurs, dans la culture aujourd'hui, et notamment ce que j'ai découvert il y a quelques années, que je t'ai parlé de nombreuses Le maître fois. du haut château. Oui, en tout cas, la série télévisée inspirée du livre de Philippe Philippe K. Dick. Ouais, c'est ça. The Man in the High Castle en anglais, qui en fait la Kanpeitai est effectivement la police du Japon, qui se trouve plutôt en Amérique à l'époque de l'Ouest, sur toute la côte du coup, californienne, et qui est chargée du maintien de l'ordre et notamment de traquer tout ce qui est réseau de résistance américain dans cette Uchronie. Et oui, donc Qui là, est, qui donc, pour le coup a vraiment une fois de plus un rôle un peu similaire à celui de la police allemande. Oui, d'ailleurs joué par un magnifique acteur dont j'ai perdu le nom de la Fuente, il s'appelle quelque chose comme ça. Enfin, pour la petite histoire, je mets quand même un petit spoiler. À la fin, justement, de cette série, lorsque l'empereur Akihito, qui en fait dans l'œuvre de Philippe K. Dick, va à travers du coup une allocation, demander à ce que les troupes japonaises partent d'Amérique et reviennent au pays lorsque du coup les Allemands seront stoppés et donc du coup que en fait le cours du monde reprendra. Et donc du coup la Kanpeitai va quitter l'Amérique et du coup rentrer au Japon. Donc ça veut dire qu'en vérité, à la fin du livre, la Kanpeitai existe toujours. Ok. Merci beaucoup pour cette information. Je t'en prie. Ces informations essentielles sur une police méconnue du Japon.
Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.